Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Nous ne sommes plus qu'à 3 jours du premier tour de l'élection présidentielle et toute l'actualité est bien sûr dominée par les différentes déclarations ou les derniers meetings des 10 candidats qui dimanche recueilleront vos suffrages. Pourtant, en dépit de cette actualité très politique, nous allons d'ailleurs y revenir longuement au cours de cette édition, c'est par une histoire toute simple que je voudrais commencer ce journal de la soirée. Vous le savez, nos amis de C'est la vie ont tous les jours à 18h25, 18h30 de très nombreux et très fidèles téléspectateurs, des gens comme vous et moi qui s'intéressent aux 1001 problèmes de la vie quotidienne, mais des téléspectateurs qui parfois aussi ont, en plus du cœur, un peu de fortune. Et il y a quelques jours, nous avons donc reçu ici à la rédaction un chèque de 250 000 francs, disons 25 millions, puisque son expéditeur, une vieille dame de 91 ans, doit encore souvent parler en anciens francs. Ce chèque, nous l'avons tous vu, et je pourrais vous donner d'ailleurs le nom de la donatrice, mais elle a demandé à rester anonyme. Son seul désir, donner cet argent à ceux qui luttent contre le cancer, et elle chargeait de cette tâche Noël Mamère et son équipe. Alors c'est ce qui a été fait aujourd'hui en direct à 18h30 dans C'est la vie. Et c'est le professeur Tubiana de l'Institut Gustave Roussy de Villejuif qui a été choisi. C'est lui qui a reçu cette donation. La pluie ou le beau temps, on en parle pratiquement à toutes les élections en France. Le climat influence-t-il les électeurs? Certains politologues se hasardent à répondre, mais en réalité, le débat reste ouvert et je pense qu'il le restera vraisemblablement encore cette fois-ci. Alors, Laurent Broumède, est-ce que l'on peut déjà savoir qui, de la pluie ou du beau temps, va accompagner les électeurs dimanche dans les bureaux de vote? À vrai dire, les nouvelles ne sont pas extrêmement bonnes. En effet, avec le vent du nord, les températures seront plutôt en baisse, encore plus en baisse. Il est même probable que d'ici la fin du week-end, certaines régions connaissent à nouveau la neige. Mais oui, la neige. Alors d'abord, les températures relevées aujourd'hui à 13h, vous voyez, elles sont basses pour la saison avec un 5 degrés à Lille et tout de même un 15 degrés du côté de Cannes dans le sud-est du pays. Partout, des températures fraîches, fraîches, fraîches. La carte pour demain vendredi, sur la moitié nord du pays d'abord, beaucoup de nuages, une matinée froide, très nuageuse, pluvieuse en général, des éclaircies d'abord sur l'extrême nord et sur le nord-est, puis sur une grande partie du nord-est et sur le bassin parisien dans la journée. Autre zone touchée, si l'on peut dire, par la pluie, l'extrême sud-est depuis les Alpes jusqu'à la Corse. Partout ailleurs, quelques éclaircies, mais ensuite une aggravation venant près de l'Atlantique et sur la Bretagne et qui progressera dans l'intérieur avec des pluies. Pour samedi et pour dimanche, la tendance, c'est primo le retour du vent du nord et du nord-est et donc température toujours en légère baisse. Ensuite, secondo, la généralisation d'un temps à gibouler, ce qui signifie quelques éclaircies du ciel bleu, mais également des forts passages nuageux avec des averses de pluie et même de neige localement, avec un risque maximum de neige dimanche matin dans l'extrême est du pays, autrement dit sur les massifs montagneux. Les températures pendant ces 3 jours seront donc, je vous l'ai dit, basses pour la saison, avec par région environ 4 degrés le matin et 6-10 degrés l'après-midi, avec des risques de gelée plus fortes dans le nord, l'est et le nord-est du pays ainsi que dans le centre. Gelée un peu plus forte samedi et dimanche et seul le sud-est avec 10 et 15 degrés connaîtra des températures, disons, raisonnables. Enfin, pour terminer l'agenda, ce sera demain la Saint-Fidèle. La Saint-Fidèle et d'ailleurs moi-même je vous retrouverai demain vendredi et samedi pour vous parler un peu plus en détail du temps du week-end. Eh oui, fidèle au poste. La guerre civile dure déjà depuis plus de 10 ans, vous le savez, en Irlande du Nord, avec des périodes de calme et puis de temps en temps des périodes de tension. Aujourd'hui, Belfast est une nouvelle fois en ébullition. Depuis 8 jours, le quartier de Londonderry est le cadre de manifestations de plus en plus violentes. D'un côté, des soldats britanniques, de l'autre, des manifestants, armés ou non, qui scandent le nom de Bobby Sands. Bobby Sands, c'est ce prisonnier membre de l'IRA, emprisonné dans une cellule du pénitencier de Long Kesh et qui a été élu récemment député au Parlement britannique alors qu'il mène depuis 54 jours une grève de la faim. Betty Duro était durant ces derniers jours en Irlande du Nord. Elle y a rencontré la nouvelle génération des combattants nationalistes irlandais. Bobby Sands, 27 ans, élu récemment député d'Irlande du Nord, poursuit toujours sa grève de la faim. Les jeunes catholiques ont trouvé un héros à la mesure de leurs rêves et c'est à leur façon que les gosses de Londonderry, selon un rituel précis, depuis 8 jours, célèbrent le culte de leur idole. Ils arrivent de nulle part, les plus petits accrochés au basque des plus grands. Tout dans leurs mains devient projectile, le plus meurtrier, la dernière trouvaille, moitié pétrole, moitié acide. La bouteille de bière se transforme en bombe incendiaire aux effets redoutables. Face à ces combattants vieux de moins de 18 ans, les soldats britanniques, provoqués, harcelés, poussés à bout,
conservent un calme impressionnant. Les blindés s'avancent, les balles de caoutchouc sifflent, les enfants disparaissent. À l'autre bout du quartier républicain du Bogside, d'autres les relaient, incendiant les voitures, barricades sans espoir devant un matériel sophistiqué. Ici, Bobby Sands se mourait. S'il meurt, tout le pays sera à feu et à sang. Il ne s'agira plus seulement de cailloux. All sorts of stone thrown is only a small measure. Une fois les enfants couchés, les adultes sortiront-ils les armes, les vraies, pour remplacer la quincaillerie des petits-enfants de l'ombre? Autre guerre civile qui se poursuit, celle du Liban. Les combats ont pratiquement cessé aujourd'hui. La trêve demandée par le président de la République libanaise, M. Sarkis, a été, disons, dans l'ensemble respectée, tout au moins à Beyrouth. Mais pour les jours à venir, personne ne se fait trop d'illusions. Les équipes d'Antenne 2 sont d'ailleurs au Liban et samedi soir à 20h, Patrick Poivre d'Arvor présentera toute une série de reportages et l'ensemble de notre édition de 20h de Beyrouth. Sur le plan politique, toutes les parties prenantes au conflit semblent maintenant pratiquement opposées à l'internationalisation de la situation. M. Begin, le Premier ministre israélien, a ainsi reçu le responsable de l'enclave chrétienne du sud Liban, le commandant dissident Haddad. Les deux hommes sont tombés d'accord pour éviter tout affrontement avec les forces des Nations Unies et pour tenter de limiter les pertes civiles. M. Begin aurait fait également savoir au commandant Haddad qu'Israël avait décidé de rendre un peu plus discrète la présence israélienne aux côtés des miliciens chrétiens qui se battent dans le sud du pays. Le journal des présidentielles. Ils étaient officiellement 10 au départ. Ils ou elles seront effectivement 10 dimanche pour solliciter vos suffrages. Le premier tour des présidentielles commencera dans 59h18 très précisément. Et ceux qui comptaient à droite comme à gauche sur d'éventuels désistements sont aujourd'hui déçus. Tous les candidats annoncés et qui ont fait campagne jusqu'à aujourd'hui ont décidé de rester dans la course. M. Michel Debré, par exemple, a réaffirmé ce matin son maintien dans la course à la présidence de la République. M. Debré. Votre question m'a été posée pour la première fois au mois de septembre 1980. L'avantage, effectivement, d'une campagne électorale, c'est qu'on se répète. J'ai fréquemment répété mes idées directrices. J'ai également répété l'affirmation que ma candidature étant, et les événements le prouvant, une candidature qui est probablement la seule qui soit dans l'esprit des institutions, c'est-à-dire un homme, ses idées, son programme et sa volonté, sans recourir à des procédés mercantiles, était dans l'esprit à la fois des institutions et dans le droit fil d'une juste conception de la France. En dépit donc des appels au rassemblement, ou bien au vote utile, les 10 candidats à la présidence de la République poursuivent leur campagne. Après toute une série de meetings en province la semaine dernière, le candidat des écolos, Brice Lalonde par exemple, n'a guère quitté la capitale cette semaine. Et Dominique Lery et Patrice Telleta ont ainsi suivi Brice Lalonde dans une de ces journées parisiennes, des journées marathon. Si Brice Lalonde est un candidat quelque peu marginal, il sacrifie tout de même à la tradition. Le collage reste l'ABC du militant, écologiste ou non. Aujourd'hui, la journée s'annonce difficile, le programme est très chargé. Mais si les moyens sont modestes, les militants, tous bénévoles, sont présents 24 heures sur 24. Et ici, tout le monde met la main à la pâte. Et un budget de combien? Pour un budget de 100 millions de centimes, à comparer quand même aux 19 milliards de centimes des autres campagnes, des gros candidats dans tous les sens du terme. Ce matin, Brice Lalonde reçoit la visite des dissidents soviétiques Pliouch et Lysenko, qui expliquent aux écologistes français les méfaits de la pollution en URSS. Alors j'ai pris un crayon et j'ai commencé à... Maintenant, c'est le maire de Péouaï. Puis le plus difficile commence, la préparation des interventions radio et TV dans le cadre de la campagne officielle. Tu l'as fait. On a fait un petit canevas avec Dominique. On attaque par la politique, c'est-à-dire en gros ce qu'on développe depuis 2-3 jours, parce que ça permet d'enchaîner directement sur comment une décision est imposée aux élus locaux. Avant l'antenne, dernière mise au point avec les maires de Golfech et Palouaï, l'un refuse la construction d'une centrale nucléaire sur le territoire de sa commune, l'autre d'une autoroute. Une campagne qui ne s'arrêtera pas au lendemain des élections. Ça n'arrête pas, vous savez, après le premier tour, il y a le deuxième et le troisième tour surtout. C'est-à-dire qu'après l'élection, il y a tout à faire.
L'après-midi, Brice Lalonde est l'invité des étudiants de sciences politiques et le soir, dernière étape de ce marathon quotidien, la critique par l'ensemble de l'état-major de la dernière intervention télévisée de Brice Lalonde. Bon, c'est pas tout ça. Allez, demain, Malville, à quelle heure faut y être? Écoute, on est à 9h30 chez François, juste à côté du site de Superphénix. On visite son biométhane et à 11h30 on fait la conférence de presse donc sur les mesures d'urgence. Ok, quel est billet? Eh ben On y va. Ok, on y va. Chaque candidat à cette élection présidentielle fait bien sûr campagne selon ses moyens. Madame Marie-France Garot, par exemple, n'a participé à aucun meeting en province. Elle a surtout orienté sa campagne sur l'utilisation rationnelle des médias, télévision, radio ou presse écrite. Mais cela n'empêchait pas tout de même ceux qui soutenaient Marie-France Garot d'œuvrer directement sur le terrain. Gérard Rinet et Roland Tourte ont suivi l'un de ces groupes de soutien. Je traverse seulement, c'est ça, oui. Voilà au moins des prises de vue qui apportent pour la clarté du débat politique, non? Un appartement prêté qu'à Anatole France, 2 secrétaires, une attachée de presse et une dizaine de permanents, voilà à peu près l'infrastructure de l'entreprise Marie-France Garot. La candidate n'a pas de parti, mais un réseau de partisans. Choix, mais que ce choix n'engage qu'elle et ses parents n'engagent qu'elle. Je suis d'accord. Il n'y a pas de structure, si vous voulez. C'est ça le but de l'opération, pour que les gens ne se sentent absolument pas coincés par un parti, par une action de militants, où on demande aux gens de faire tous la même chose, où ils sont embrigadés. Et là, ils se sentent tout à fait libres d'aider Mme Garot comme ils l'entendent. Réunis en groupe de solidarité, ces partisans sont présents dans chaque département. On s'attendrait à voir des femmes et des hommes à l'image de la candidate. Or, ces partisans sont difficiles à cerner. Des giscardiens déçus, des gaullistes marginaux, mais tous réunis par la seule magie d'une présence, d'une autorité et d'un certain discours. Vous la suivez d'une façon générale? Non, mais je dis à la campagne électorale. Pourquoi vous avez décidé de soutenir Marie-France Garot? Sa campagne d'idées m'intéresse et c'est comme ça que je l'ai rejointe début février. Je pense que ça a été la première à révéler un certain nombre de dangers qui nous menacent, le danger soviétique, la subversion. Vous aviez un engagement politique auparavant? Non, c'était de droite. C'est la première fois que je vote et j'ai décidé de m'engager pour Marie-France Garot. J'ai ressenti un candidat hors du commun qui nous change un petit peu de discours qu'on entend à longueur de journée. Marie-France Garot, il est vrai, ne s'embarrasse pas d'artifice. Sans doute, ses colleurs d'affiches vont-ils connaître le temps d'une campagne les passions du militantisme, mais sans pour autant abandonner la cravate. Monsieur Michel Crépeau poursuit lui aussi sa campagne. Alors il le fait directement dans un certain nombre de villes de province. Le candidat du mouvement des radicaux de gauche a passé la journée d'hier dans la région Languedoc-Roussillon. Et dans un meeting, l'un de ces derniers avant le premier tour, Monsieur Crépeau a pris vigoureusement la défense des viticulteurs. Cela se passait hier soir à Perpignan. Un ministre a pu dire que le vin du midi c'était de la bibine. Pour un ministre de l'Intérieur qui a les renseignements généraux, qui devrait le renseigner, il aurait dû comprendre combien ça pouvait choquer tous nos viticulteurs que de dire que ce qu'ils font c'est de la bibine, alors qu'on sait très bien qu'ils devraient savoir que le Roussillon est précisément l'une des régions de France où on a essayé de jouer la carte de la qualité. Que de ce point de vue, ce que vous avez fait est tout à fait exemplaire, car on est en train de vous copier maintenant, je m'en félicite d'ailleurs, dans l'Aude, dans l'Hérault et même un peu plus haut. Tous les candidats ne vous sont peut-être pas encore extrêmement familiers, et Huguette Bouchardot par exemple. Alors, comment la candidate du PSU mène-t-elle sa campagne, qui l'entoure et qui la soutient? C'est ce que Jean-Jacques Dufour a voulu savoir dans ce court reportage. Le siège du PSU, 9 rue Borromée, pendant une conférence de presse. C'est là qu'Huguette Bouchardot organise sa campagne entourée d'un état-major jeune, militant et bénévole. Quimper ce soir, Toulouse demain, Saint-Étienne mercredi prochain, Paris jeudi suivant. Le reste, je suis à Paris tout le temps. Un planning chargé, mais en un an de campagne, Madame Bouchardot aura tenu plus de 150 meetings dans toute la France afin d'exposer le programme de son parti. Pour l'aider dans la rédaction des thèmes de la campagne, un bureau politique d'une vingtaine de membres environ.
Huguette Bouchardot a longtemps milité à l'UNEF puis à la FEN avant d'adhérer au PSU dès sa fondation en 1960. Native de Saint-Étienne, cette femme de 46 ans s'est beaucoup engagée pour les luttes des femmes. Mariée et mère de 3 enfants, elle est agrégée de philosophie et enseigne les sciences de l'éducation à l'Université de Lyon. Ah ben j'ai justement enregistré une émission avec lui ce matin à la radio. La candidate du PSU voyage en principe en train et généralement seule. Mais en cette fin de campagne, elle est obligée de prendre l'avion à cause des enregistrements officiels radio-télé qui ne lui laissent pas beaucoup de temps. Un investissement dont elle se passerait bien vu l'étroitesse de son budget, environ 740 000 francs, récoltés grâce aux collectes organisées par des militants à qui nous avons d'ailleurs demandé une définition du PSU d'aujourd'hui. Soutien à la campagne. Disons c'est un espoir, je crois aussi par rapport à la gauche. Bon, effectivement, on reste de gauche, mais on dépasse allègrement. Bon, Mitterrand et Marchais qui sont vieillis, qui sont racornis dans leur appareil. Moi, je pense que la jeunesse des militants du PSU, c'est la jeunesse de la gauche en France, quoi. Enfin, et si l'on peut résumer, l'essentiel pour Huguette Bouchardot, c'est de battre Giscard sans pour autant donner un chèque en blanc à Mitterrand. À Paris, au métro Jaurès, 4000 personnes environ réunies sous un chapiteau ont soutenu hier soir la candidature d'Arlette Laguillet. La candidate de lutte ouvrière tenait là son plus important meeting de sa campagne. Et comme elle avait répondu aux communistes qui l'accusaient de rouler un peu pour la droite, Arlette Laguillet hier a répondu aux socialistes qui l'accusaient de favoriser la dispersion des voix de la gauche. Hier soir. Arlette Laguillet n'a pas apprécié les propos de François Mitterrand demandant aux électeurs de ne pas disperser leur suffrage sur les petits candidats. Hier soir, elle a dénoncé ce qu'elle appelle le chantage des socialistes. Toutes les femmes qui cherchent du travail. Alors je dis que si ma candidature gêne Mitterrand, ce n'est pas parce que les votes qui se porteront sur mon nom l'empêcheraient d'être présent au second tour, mais à cause de ce que ces votes signifieront. Car non seulement Mitterrand ne promet rien aux travailleurs, mais il voudrait encore qu'ils l'approuvent sans murmurer. Cela dit, si la candidate... Monsieur Valéry Giscard d'Estaing poursuit lui aussi sa campagne électorale à 3 jours donc du premier tour de ces présidentielles. Et Patricia Charnelet pour Antenne 2 a suivi le candidat Giscard d'Estaing. C'est un petit peu en quelque sorte les à côté de la campagne. Une journée très chargée pour Valéry Giscard d'Estaing. Après un conseil des ministres le matin, il redevient un candidat l'après-midi et le soir avec une émission de radio et 2 réunions publiques. À moins de 4 jours du premier tour, il accélère le rythme de sa campagne. C'est l'occasion pour lui, comme il l'a dit, de retrouver la spontanéité. Il aime cette course dans toute la France. Il explique d'ailleurs qu'il la vit comme une délivrance et non comme une épreuve. Au cours de cette journée, il développera ses grands thèmes, la paix, la liberté, la solidarité entre les Français et l'espoir. Mais dans l'immédiat, même s'il parle déjà de sa réélection, il pense comme tous les Français au premier tour. Et à ce sujet, il dit 2 choses. Premièrement, qu'il y aura des surprises. Deuxièmement, qu'une grande partie de ceux qui se disent sans opinion votera pour lui. Au cours des heures qui vont suivre, il frappera tous ses interlocuteurs par son calme, par son optimisme et par sa concentration. Aucun moment de repos, dès qu'il remonte dans son avion, il travaille à ses discours, il s'inquiète sans cesse d'un retard car il déteste l'inexactitude. Et le temps d'une courte pause, il nous avouera que le fait d'être le président de la République ne lui apporte finalement aucun avantage personnel. Alors aime-t-il son rôle de candidat? Dans la fonction de candidat, il y a une chose que je n'aime pas du tout, c'est qu'on est obligé de faire son propre éloge. Mais ce que j'aime, c'est le dialogue démocratique, c'est-à-dire d'expliquer à l'opinion publique comment je vois les problèmes de la France et de voir comment l'opinion publique réagit, quels sont les points qui lui paraissent importants, quels sont les points qui lui apparaissent secondaires. Vous avez un pronostic pour le premier tour? Bien entendu. Lequel? Je respecte, vous savez que les sondages sont interdits, on ne doit pas les publier, alors on ne doit pas publier le sondage du président de la République. Vous êtes confiant? Tout à fait, oui. Angers, ville d'opposition, comme Lorient, 2 heures plus tard, 2 meetings, 2 heures de discours.
Valéry Giscard d'Estaing précise qu'il ne se contente pas de succès faciles devant les mêmes militants promenés de réunion en réunion. Dernière minute de cette journée, il apparaît encore sûr de lui en expliquant qu'il est seul en tête et que comme les champions bretons, il fait la course loin devant le peloton de ses poursuivants. François Mitterrand, lui, est à Marseille pour un grand meeting public qui a commencé il y a à peu près 50 minutes. Je vous propose d'ailleurs de retrouver tout de suite à Marseille Bernard Pradino qui suit le candidat socialiste durant toute cette campagne. C'est l'avant-dernier grand meeting de François Mitterrand ce soir à Marseille. 15 000 personnes assistent à la réunion au Parc des Expositions dans la ville de Gaston Defferre, l'un des proches du candidat socialiste. Gaston Defferre qui déclarait il y a 2 jours que l'effet Chirac ne serait certainement pas suffisant pour que le maire de Marseille soit présent au second tour. François Mitterrand, de son côté, croit de plus en plus dans ses propres chances. Il développera à Marseille son programme, il évoquera le droit à l'alternance et demandera aux électeurs de la gauche de ne pas disperser leur voix au premier tour. Autrement dit, de voter pour lui dès le 26 avril. Oui, le maire de Marseille, jusqu'à présent, c'est encore M. Gaston Defferre. Ce meeting a donc commencé il y a quelques minutes seulement et je vous propose de retrouver François Mitterrand à la tribune, un candidat socialiste qui semble particulièrement optimiste à 3 jours du premier tour des élections présidentielles. Mes amis, nous allons gagner. Ne perdons pas notre temps ce soir à faire le compte des échecs répétés, des engagements non tenus par les responsables de la situation dont souffre notre pays. Et travaillons ensemble pour le présent et l'avenir. Le présent, ce sont les quelques semaines, 2 tout au plus, qui nous séparent du 2e tour de scrutin, le scrutin décisif. Le présent, c'est aussi ce qu'il en adviendra tout aussitôt après, lorsqu'élu président de la République, par vous et grâce à vous, j'entreprendrai avec vous la renaissance du pays. Quant à M. Jacques Chirac, il tiendra ce soir vers 22h30, 23h, un grand meeting à Versailles. Avant de terminer ce journal des élections présidentielles, un rendez-vous, celui que vous fixent les rédactions d'Antenne 2 et d'Europe numéro 1. Dimanche, en effet, pour ce premier tour des présidentielles 81, nos 2 rédactions se sont réunies pour vous informer plus vite et vous informer surtout mieux. Jean-Pierre Elkabbach. Une nuit électorale, c'est un moment de vérité pour le pays, bien sûr, et pour les journalistes chargés de présenter et d'expliquer à chaud les résultats de vos choix politiques. C'est aussi le moment où se dessinent au cœur du pouvoir les constantes ou les changements du paysage politique de la France. C'est pourquoi Antenne 2 et Europe 1 renouvellent une expérience qui nous vaut votre confiance et votre fidélité. Cette fois encore, nous allons donc conjuguer les rédactions, les moyens et l'imagination pour vous offrir dès dimanche soir tout ce qu'il faut pour être parfaitement informé, pour envisager le 2e tour, pour comprendre. J'ai fixé avec Étienne Moujotte, aux 120 journalistes et techniciens engagés dans cette première nuit présidentielle, des règles très simples, la précision, la rapidité et la clarté. Cette soirée commune, réalisée par Jean Cazenave, commencera à 17h55 avec les premières estimations sur les abstentions et s'achèvera à 1h du matin. Dès 20h, nous vous communiquerons les estimations valables pour chaque candidat, des estimations que la C2I Honeywell-Bull a demandées à ses ordinateurs et à ses chercheurs qui avaient si bien réussi lors des précédentes consultations. Dès 20h, vous saurez ainsi l'essentiel et vous verrez l'essentiel. Vous verrez l'essentiel. Nous appliquons en effet une méthode originale, unique en Europe, qui se traduira par des graphiques animés et commentés. Antenne 2 et Europe 1 vous proposent, en plus des réactions des candidats, en plus des habituels débats, il y en aura 2, le premier assez vite, autour de 21h, les commentaires instantanés de ceux dont les voix et les visages sont familiers et respectés, Alain Duhamel, avec Noël Copin, René Raymond, Gérard Carrérou. Les analyses différentes à chaque heure sur le vote et son évolution, enfin des dialogues avec des hommes politiques qui comptent. Pour nous aussi, cette soirée préparée depuis longtemps est un rendez-vous important. Vous savez qu'Antenne 2 et Europe 1 choisissent la rigueur et la qualité de l'information.
Nous le verrons ensemble, une fois de plus, dimanche soir. Mais cette information continue sur les élections présidentielles ne s'arrêtera pas dimanche, ou plutôt lundi à 1h du matin. Dès 7h, lundi matin, Daniel Bilalia et Patricia Charnolès seront dans ce studio. Information continue de 7h à 9h, information politique bien sûr, mais aussi actualité dans le monde et vie quotidienne. Et puis à 10h, 11h et midi, nous ferons le point avant le grand journal de la mi-journée, Antenne de midi. En bref, sachez aussi aujourd'hui que l'attentat de l'aéroport d'Ajaccio, 6 des 8 personnes interpellées avant-hier ont été remises en liberté hier. 2 personnes, en revanche, sont toujours gardées à vue. La police est très discrète et on ne sait pas si ces 2 personnes sont entendues comme simples témoins ou si elles sont soupçonnées d'avoir participé à l'attentat. En tout cas, le Front National de Libération de la Corse a démenti formellement aujourd'hui toute participation à l'attentat de Campo dei Loro. Même démenti, tombé il y a quelques minutes sur les téléscripteurs, du groupe des francs-tireurs et partisans corses, dont un communiqué avait pourtant revendiqué il y a quelques jours, au lendemain même de cet attentat, la paternité de l'attaque. Les Américains vont reprendre probablement très rapidement leurs exportations de céréales vers l'URSS. Cette intention a été formulée par M. Alexander Haig, le secrétaire d'État américain. L'embargo sur les céréales avait été décrété par le président Carter pour protester contre l'intervention soviétique en Afghanistan. À Toulon, le procès des armateurs et de l'équipage de la Vénus des îles s'est poursuivi aujourd'hui. Le substitut du procureur de la République a réclamé pour les principaux responsables de cette catastrophe qui avait fait 14 morts et une cinquantaine de blessés des peines de prison allant jusqu'à 18 mois de détention, certaines assorties du sursis. Ronald Biggs ne sera pas extradé vers l'Angleterre. C'est ce qu'a décidé il y a quelques minutes la Cour suprême de la Barbade. Le cerveau du train postal, de l'attaque du train postal Glasgow-Londres a donc été remis, vous le constatez sur ces images, immédiatement en liberté. Et il va pouvoir repartir vers le Brésil, rejoindre sa femme et son fils. En sport, Sochaux a donc quitté hier avec les honneurs la Coupe d'Europe de football, battue 3-2 par le club hollandais d'Alkmaar. Les Sochaliens peuvent tout de même s'estimer très heureux de leur carrière européenne. Les spectateurs français, eux, peuvent déjà rêver d'une somptueuse finale. La Coupe des clubs champions se terminera le 27 mai à Paris et elle opposera 2 clubs que nous connaissons bien, le Real de Madrid face à Liverpool. Vainqueur 2-0 au match aller, le Real Madrid ici en blanc a limité les dégâts à Milan en ne concédant qu'un seul but marqué de fort belle manière par Vini. Mais la joie du capitaine de l'Inter fera place à l'amertume à la fin du match car c'est le Real Madrid qui ira à Paris le 27 mai. Ainsi, 25 ans après avoir remporté sa première finale, le prestigieux club espagnol retrouvera-t-il le Parc des Princes. En 10 ans, de 56 à 66, le Real a disputé 8 finales et remporté 6 fois cette Coupe d'Europe des champions. Depuis 15 ans, le club n'a pas tellement brillé dans cette compétition, raison de plus pour que l'excellent gardien Agustín ait à cœur de renouveler sa brillante performance de Milan. Décidément, le blanc était hier soir la couleur porte-bonheur puisque ce sont les blancs de Liverpool qui se sont qualifiés pour la finale grâce à ce but de Kennedy. Un but marqué à 7 minutes de la fin et qui, après le 0-0 du match aller, condamnait le Bayern à marquer 2 fois pour avoir le droit de participer à la finale. Le Bayern marquera bien un but à 2 minutes de la fin par Rummenigge, mais ce ne sera pas suffisant. 2 fois vainqueur de l'épreuve, Liverpool disputera sa 3e finale, mais attention à ses supporters qui confondent sport et vandalisme. 30 d'entre eux ont été arrêtés hier soir à Munich. Toujours en football, les Français pensent à France-Belgique. Mauvaise nouvelle, Platini, Larios et Lacombe ne joueront pas mercredi prochain au Parc des Princes. Le jockey Lester Piggott a été grièvement blessé cet après-midi à Epsom, victime d'une chute de cheval au départ d'une course. Lester Piggott souffre de blessures à la tête, il a dû être hospitalisé. En France, il y avait un quartet cet après-midi. Alors pour l'emporter, il fallait jouer le 14, le 15, le 11 et le 7. Vous voyez les rapports s'inscrire, ce sont de très beaux rapports. Il y avait également aujourd'hui le loto, je vous donne les chiffres, le 1, le 9, le 17, le 24, le 34 et le 45, avec comme numéro complémentaire le 5. Tous ces chiffres, vous les retrouverez bien sûr dans les journaux de demain. Voilà, cette édition est terminée. Prochain rendez-vous, 23h10 avec Pierre Alain. Demain, Antenne de midi recevra Mac Vicard. Mac Vicard, un ancien ennemi public devenu vedette de la presse anglaise. Bonne soirée, à demain.